Donc je présente le nouveau cinémomètre multilaser. Donc c'est l'appareil à visée laser qui a une portée de 600 mètres pour les voitures légères et 850 mètres pour les poids lourds. Donc il est très maniable, facile à mettre en œuvre et très facile à utiliser. L'opérateur regarde dans le viseur, il voit un point rouge, vise la plaque d'immatriculation de la voiture et instantanément prend sa vitesse au moyen de la gâchette. Le deuxième, même les autres policiers qui sont à l'extérieur, voient la vitesse qui s'affiche sur l'écran extérieur. Voilà, 36 km/h. Donc il faut savoir que légalement, en dessous de 100 km/h, on enlève 5 km/h. Et au-dessus de 100 km/h, on enlève 10%. C'est-à-dire que pour une zone 30, on peut commencer à verbaliser à 35. Pour 50, à partir de 55. Suite à la nouvelle loi de 99, la police municipale peut procéder à des contrôles de vitesse. Cet appareil a été acheté pour la bonne et simple raison qu'on a constaté qu'en ville, surtout dans les zones 30, il y avait pas mal d'excès de vitesse. On s'aperçoit, l'autre jour on a fait un contrôle à 21h30 dans cette rue et on a constaté qu'il y a des voitures qui circulaient jusqu'à 75 km/h pour 30. Donc le but n'est pas de faire du PV à outrance, mais de verbaliser les gens qui exagèrent. Dans un premier temps, on va faire une petite opération de prévention et ensuite nous passerons à la phase répression et les gens qui rouleront trop vite seront verbalisés. Gumbrechthofen a vu sa moyenne d'âge s'abaisser le temps d'un week-end. Et pour cause, la salle des fêtes de la commune a accueilli le forum de la petite enfance. Beaucoup de bambins, accompagnés de leurs parents, sont venus découvrir les différentes activités leur étant destinées. Le but de ce forum ? On s'est rendu compte que beaucoup de parents ne connaissaient pas le rôle de chaque structure et tout ce qui pouvait exister sur la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. Donc on s'est penché sur le problème et on a décidé que plutôt de faire des portes ouvertes individuelles, on allait peut-être faire un rendez-vous commun ouvert au public. Les animations des relais maternels, haltes garderies, crèches et de différents clubs ont permis aux enfants de découvrir les activités proposées et aux parents de faire leur choix. Beaucoup d'enfants étaient très contents de pouvoir venir jouer au salon, de pouvoir découvrir de nouvelles choses, parce que c'est vrai que quand ils sont dans les structures, ils connaissent ce qu'il y a dans les structures, mais pas ailleurs. Et c'est vrai que la musique, la baby gym, tout ça, ils étaient très contents de venir les découvrir. Donc aujourd'hui c'est la foire Saint-Michel, est-ce que vous connaissez l'origine ? Ah non, pas du tout. Non, je suis en vacances et je me profitais du passage pour venir un petit peu sur le marché, c'est tout. La foire Saint-Michel. Eh ben, c'est la foire d'automne. Une foire qui s'annonce bonne aujourd'hui dans l'ensemble, le temps s'y prête. C'est toujours le deuxième dimanche après la Saint-Michel, c'est pour ça qu'elle est un peu tardive. Pourquoi vous venez sur le marché aujourd'hui ? On est en route et on a vu le marché, alors on a cherché un parking et on regarde toutes les petites boutiques et tout ça. Je viens de venir là, qu'est-ce qu'on a pu voir? Un peu de tout déjà, surtout des habits, les têtes, les fameuses têtes de nègre, un peu de tout. Alors, avec les Lyonnais, c'est les meilleurs, hein, dites-le. C'est bon, c'est la même que la Saint-Georges, que la foire de printemps, hein. C'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup de cuir, de confection, lingerie, démonstrateurs. On n'a encore pas les articles de Noël, ça on les verra le 8 décembre, hein, les foires de Noël. Mais c'est plus grand que le marché hebdomadaire, quoi. Et c'est pour ça que vous êtes venu spécialement ? Pour faire une balade, c'est tout, hein. Du 12 au 20 octobre 2002, le verger est à la fête à Niederbronn-les-Bains. Pour préserver le verger,
le Psychoparc a choisi d'en faire un festival. Samedi 12, l'autre orchestre conduit le public à la Maison des Arts et des Congrès. Le Festival du Verger a été inauguré donc, le samedi 12 octobre en présence d'un certain nombre de personnalités, un ministre, M. Lowe, c'était présent le député maire M. Reiss, le président du syndicat de coopération pour le parc M. Westphal et le président de la Société des arboriculteurs du Bas-Rhin, enfin des producteurs de fruits du Bas-Rhin M. Zimmermann et de nombreux autres élus, conseillers régionaux, généraux, conseillers régionaux de Lorraine, d'Alsace, conseillers généraux de Moselle et du Bas-Rhin et de nombreuses autres personnalités, des maires, des délégués des communes du parc. Pourquoi un festival verger? Pour faire parler du verger, pour que la plupart à la fois des habitants et des gens qui habitent même au-delà des Vosges du Nord se sentent interpellés sur l'avenir du verger aux tiges, puisque ce verger, effectivement, son avenir n'est pas du tout assuré. Donc on s'est dit qu'un moyen de sensibiliser la population d'une manière large, c'est d'organiser une manifestation, disons, d'ampleur régionale, d'où le festival. Alors à l'origine du festival, il y a d'une part le syndicat de coopération pour le parc naturel régional des Vosges du Nord qui depuis maintenant plus de 2 ans anime un groupe de travail sur le thème du verger avec des élus, les collectivités, Conseil général du Bas-Rhin, de la Moselle, région Alsace, région Lorraine, Fédération des producteurs de fruits du Bas-Rhin. Oui, je suis président de la Fédération des producteurs de fruits du Bas-Rhin. Donc c'est une grande association qui regroupe au sein de son en-tête, donc 108 associations d'arboriculteurs et qui comporte un peu plus de 8000 membres sur l'ensemble du Bas-Rhin. Bien, le Festival du Verger, la fédération a contribué avec les 2 associations locales, l'association de Niederbronn, bien sûr, et l'association de Reichshofen, qui ont fait un travail assez intéressant à ce niveau-là de vulgarisation et de sensibilisation pour le public en ce qui concerne l'arboriculture fruitière familiale. Dimanche 13, le marché aux fruits ne compte qu'un seul exposant. Ah oui, oui. Il y a beaucoup d'attentes aussi de la part des arboriculteurs, notamment le grand problème de la valorisation des fruits. Donc les fruits en surnombre, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a le problème de la distillation, où là aussi il y a une petite lueur d'espoir. Mais donc je pense que, personnellement, je pense que l'avenir nous permettra de retrouver confiance en cela et je pense qu'il faut être optimiste à ce niveau-là. De nombreuses conférences ont lieu à l'Arc. Philippe Girardin, chercheur à l'Institut national de recherche agronomique de Colmar, nous parle des anciennes variétés de pommes. Je vais essayer de faire un petit point sur les variétés anciennes et puis pourquoi ce soir parler des variétés anciennes. Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui? Comment ça évolue? Et je crois qu'avec tout l'amour que nous donnons tout le temps à nos vergers, et maintenant on voit le fruit de ces vergers. On n'est pas assez considéré. Les vergers sont devenus effectivement un milieu de vie pour pas mal d'espèces, d'insectes, de mammifères et particulièrement d'oiseaux. Pourquoi? C'est un milieu qui, même s'il a été créé par l'homme, est un milieu encore relativement harmonieux puisque c'est généralement des arbres qui ne sont pas traités, avec au sol de l'herbe qui est fauchée ou pâturée, mais donc jamais ou rarement cultivée. Donc ce sont des conditions idéales pour qu'un certain nombre d'espèces s'y développent. Des oiseaux, notamment des espèces devenues très rares en Alsace, qui figurent sur ce qu'on appelle le livre rouge, la liste rouge, et donc qui n'ont plus de milieu d'accueil dans les zones d'agriculture intensive, qui ne sont pas des espèces forestières et qui ont dans les vergers, donc se retrouvent maintenant à la périphérie des villages, leur seul et leur dernier refuge. C'est pour ça, entre autres, que certaines espèces sont devenues un peu le symbole des vergers, comme la chouette chevêche, comme la huppe, comme la pie-grillée châtaitrousse ou le torcol fourmilier. Regard d'artiste 2002 regroupe des expositions et des spectacles. Chant des caddies est un spectacle jeune public créé par le Théâtre des Tuiliers. Extrait. Est-ce qu'elle a bien pu chasser mes souliers? Il m'en faudrait un pour chaque doigt de pied. Je vais même prêter une écharpe un soir. Moi j'ai cru que c'était un mouchoir.
Pendant la durée du festival, le foyer Saint-Martin accueille une exposition d'art contemporain. Olivier Marmet et Véronique Moser, artistes plasticiens, nous expliquent leurs œuvres. Vu que pour ce projet, il était question de préservation des vergers, les oiseaux sont représentés sous forme de totems protecteurs. Vu que le principe du totem, c'est d'être chargé d'énergie positive. Bon, le rapport avec le verger, c'est que le bois utilisé est un fruitier, enfin c'est du merisier. D'abord, les 4 espèces d'oiseaux sont donc parmi les plus de plus en plus rares dans nos régions. Et donc les symboles qui sont associés sont plus ou moins dire mystiques. Pour la fourmi, on ne peut pas vraiment parler de symbole, c'est la nourriture essentielle de cet oiseau qui passe son temps à se gaver de fourmis. Et bon, l'Afrique, pour la huppe faciée, c'est donc le pays qu'elle fréquente le plus. Le serpent pour la chouette chevêche, parce que le serpent est le symbole d'Athéna. Cette ampoule qui symbolise la lumière, donc la connaissance que chez les Sioux, la pie est considérée comme l'oiseau qui sait tout, qui sait tout sur tout. Je suis plasticienne, je travaille à Strasbourg et donc il y a une partie de mon temps où je travaille dans mon atelier. Et les pièces qui sont ici, c'est une suite, je dirais, de mon travail en cours. J'utilise très souvent du végétal. Le parc nous a sollicité pour faire un projet, donc par rapport au verger. Ils nous ont aussi beaucoup parlé de l'état actuel des vergers, c'est-à-dire des vergers qui étaient de plus en plus souvent en friche. Et donc c'est un petit peu de là qu'est venu le fruit défendu et l'envie de récolter des fruits sur différents vergers. Et donc mon travail, c'était à chaque fois de prendre un fruit ou plusieurs fruits d'un arbre du verger, l'emballer ou le mouler dans du plâtre et après d'utiliser un temps d'attente, de façon à ce que le fruit qui allait être à l'intérieur du plâtre se développe, évolue, moisisse, pourrisse et finalement ne laisse qu'une empreinte, qu'une trace de ce qu'il a pu être. Donc les fruits étaient fermés et au bout d'un moment, ce qui m'intéressait, c'était de les ouvrir de façon à voir ce qu'il y avait dedans. Mais c'est aussi des fruits défendus par rapport à l'histoire du verger et par rapport à notre culture. C'est l'interdiction de voir, aussi bien pour la connaissance que le fruit défendu sous l'aspect qu'on connaît davantage. C'est vrai que donc, quand j'ai travaillé avec Stéphanie Bonnert, donc qui faisait des arbres, donc elle est partie d'arbres morts qui étaient tombés pendant la tempête de 99. Et donc à partir de ces arbres-là, elle a décidé d'implanter donc un verger en zone urbaine. À la Maison des Arts et des Congrès, les restaurateurs réalisent des recettes à base de fruits du verger. Il est clair que maintenant le verger, dans un certain nombre d'endroits, on le voit, intéresse de moins en moins les propriétaires de vergers. Les agriculteurs, en tout cas, n'y ont plus beaucoup d'intérêt. Donc la plupart des gens qui sont encore intéressés sont soit des arboriculteurs, soit des gens qui ont encore la passion du jardinage, de l'arboriculture, donc le plaisir d'avoir des fruits de qualité, des fruits sains sur un arbre, quoi. Et ça, c'est le vrai problème. La question est posée de l'avenir des vergers. Est-ce que les habitants des Vosges du Nord ont encore un intérêt pour ces arbres, leurs fruits, et donc pour un paysage de qualité? C'est une question, en fait, c'est un peu un débat de société, quoi. L'environnement de demain, l'image de notre environnement dépend aujourd'hui des décisions qui vont être prises dans les années à venir. Il faut que nous conservions les vergers et notamment les ceintures vertes autour des villages qui ont tendance à disparaître par les grandes cultures. Alors vous avez de la chance à Niederbronn d'avoir des collines encore, d'avoir de la forêt, etc. Mais dans la plaine, c'est beaucoup plus grave. Le maïs pousse que juste devant la fenêtre de la cuisine. C'est dommage.
Donc il faut absolument que le consommateur, que le citoyen prenne conscience de cela et par son comportement, par son choix de consommation, contribue à la sauvegarde de ces vergers, notamment en consommant un jus de pomme de qualité, en retrouvant des saveurs oubliées. Le fait de faire une compote soi-même, le fait de faire de la confiture, le fait de faire des conserves, etc. permettra, je pense, à long terme de retrouver une belle image de notre région et de l'Alsace. Nous allons réaliser ensemble une composition pour la Toussaint qu'on puisse poser donc sur les tons. Alors il y a des nouvelles formes qui sont sur le marché maintenant depuis 2 ans, des formes cartonnées qui tiennent très bien à l'humidité à l'extérieur, très très bonne tenue. Alors voici donc les matériaux qu'on va utiliser, donc un peu de mousse boule, de l'oasis et des éléments secs que voici, et ainsi que quelques chrysanthèmes qui se tiennent très très bien à l'extérieur. Alors nous allons commencer par disposer donc l'oasis, donc qu'on a préalablement également mis à l'eau. Donc on va faire 3 points, que ce soit bien proportionnel pour l'œil, bien équilibré comme arrangement. Voilà. Alors on va prendre donc la mousse qu'on va poser comme ceci. Alors on va également mettre un petit peu d'écorce de pin. On va répartir. Voilà. Alors on va juste mettre la mousse, l'oasis à la bonne hauteur. Alors, on va utiliser du nobilis. C'est un sapin qui tient très longtemps. Les aiguilles ne tombent pas. Et il sèche très bien. Donc c'est une composition que vous pouvez facilement laisser jusqu'à Noël. On garde l'espace donc que vous avez là au centre libre. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres sapins comme du Nordmann ou même du sapin Wisdom. On va donc mettre des éléments secs que voici. Nous mettons donc tous les produits devant les yeux de manière à ce qu'on sache ce qu'on va utiliser. Donc voilà, donc ceci. Donne de la hauteur un peu à la composition. Il y en a involontairement que je vais mettre comme ceci, comme dans le prolongement. Ensuite, nous allons mettre ces feuilles comme ceci. Il faut bien sûr bien le fixer. Voilà, donc celle-ci, on va la mettre comme ceci. Et là, on va faire un petit cavalier, un mouvement circulaire, nous allons mettre un artichaut teinté. Donc celui-ci, ce qui est bien, il est tigé. Donc il suffit juste de couper d'après la hauteur. Voilà, donc celui-ci, je le mets volontairement au centre parce que c'est plus ou moins le point focal de l'arrangement. Donc là, vous avez des protéas qui sont légèrement teintés dans les tons orange, qui gardent quand même un aspect plus ou moins naturel. Alors là, on va faire un groupe de 3. Là, on va rajouter donc cette verdure qui est également teintée. On va mettre au 3e point. Bon, c'est du ruscus, ça pique un petit peu. Alors, nous allons encore mettre quelques palmes, spire. Là, vous pouvez aussi trouver différents coloris. Là, on a préféré choisir du naturel. Pour rester quand même assez sobre pour un cimetière. Bon, on peut se permettre des couleurs, hein, si les personnes aiment la couleur, au contraire. Et ça donne une assise aussi à l'arrangement. Alors, on va rajouter encore ces petites lanternes. Voilà, donc là aussi, on va en mettre aux 3 points. Voilà, comme ceci. Alors, ce qu'on peut encore ajouter, c'est ces petites brindilles qui sont également teintées. Donc là, on va les découper de la branche. On va faire comme des petits fagots. Voilà.
ceci et qu'on insère, voilà, dans l'arrangement. Voici donc la composition plus ou moins terminée. Maintenant, si on veut, on peut encore ajouter quelques fleurs coupées, comme on a dit avant, donc quelques chrysanthèmes. Voilà, donc on fait des petits groupes, même avec les boutons, ça peut être très très joli. Hein. Voilà. Comme ceci. Voilà donc la composition à peu près terminée. Donc on peut faire d'après vos couleurs, si vous avez une dominance de jaune, même dans les tons rosés, on peut le faire, ça peut être très très joli aussi. Quatre siècles d'implantation en Alsace ont permis à la famille de Dietrich de rassembler de nombreux documents. Une association de Dietrich est donc née. Depuis 1988, sa vocation est de sauvegarder, de gérer et de promouvoir le patrimoine Dietrich. En 1996, elle obtient le statut de mission d'utilité publique. La gestion du patrimoine est totalement indépendante de l'économie de l'entreprise, empêchant toute dilapidation des collections. L'association compte dans son comité 5 membres de la famille de Dietrich, dont Henri Mellon, qui en assure la direction depuis 2 ans. Je suis membre de la famille de Dietrich par ma grand-mère et j'ai créé l'association de Dietrich en 1988. Ancien salarié, je m'occupe de tout ce qui est culturel à plein temps depuis 2 ans. L'association de Dietrich est partie d'un petit journal familial et c'est une association à vocation historique, donc de promouvoir le patrimoine Dietrich. En 1996, elle a pris une ampleur différente puisque on a obtenu la reconnaissance d'une mission d'utilité publique pour l'association. Et à la suite de cette reconnaissance, elle a hérité de tout le patrimoine du groupe de Dietrich. L'association de Dietrich a été portée reconnaissance de mission d'utilité publique le 28 juin 1996. Ce qui fait que nous sommes obligés annuellement en fait, d'envoyer un rapport d'activité à la sous-préfecture. C'était surtout au départ pour promouvoir un patrimoine de la région. Notre association a une organisation par secteur d'activité. Nos principaux secteurs actuellement sont le secteur ferroviaire, le secteur automobile et les archives historiques. La majorité des archives détenues par l'association de Dietrich est au château. On peut y trouver principalement les archives historiques et les archives techniques. Les archives viennent en grande partie de dons de salariés ou de familles de la région. Parmi les archives historiques, quelques pièces sont remarquables, comme la lettre de Philippe Frédéric de Dietrich, premier maire constitutionnel de Strasbourg. Il écrivait beaucoup et a laissé 6000 lettres, dont près de 5000 ont déjà été déchiffrées et répertoriées par Madame Georgère, responsable des archives historiques. Le plan de la forge de Jägertal fournit de nombreux détails. Cela pourra servir de base à tout projet de reconstruction. Parmi les archives historiques, on peut également découvrir une médaille coulée à Zinziller à l'effigie de Napoléon. Elle fut donnée à l'empereur lors de son passage à Strasbourg en 1806 par Fritz de Dietrich. Il existe également de nombreux catalogues de poêles. Une centaine réunis suite à des dons de particuliers. Ils témoignent d'une grande variété dans les productions. Le château de Reichshofen constitue en lui-même un patrimoine historique. Il fut construit par Jean de Dietrich en 1769. Il est aujourd'hui le siège de la holding et de l'association de Dietrich. Il est entouré d'un parc de 12 hectares qui sépare le château et l'usine ferroviaire. L'extérieur du château est classé comme élément important de l'architecture du XVIIIe siècle. Parmi les archives techniques, on peut trouver des plans ferroviaires et automobiles, comme un plan de 1854 d'un des premiers wagons fabriqués à Reichshofen. Environ 50 000 plans ferroviaires sont classés au château. Ils couvrent près de 150 ans de production. 55 plans originaux des voitures de Dietrich système Bugatti permettent de connaître cette production.
Ils servent de base aux reconstructions des premières voitures qu'Ettore Bugatti a conçues chez De Dietrich il y a 100 ans. Le travail de recherche concernant les wagons-bières a permis une réalisation d'une petite série de wagons. Le Musée français du chemin de fer a confié à l'association De Dietrich le fameux autorail des présidents afin d'en assurer sa préservation et sa restauration. Il est né dans les ateliers de Reichshofen en 1937 et assurera durant de nombreuses années les déplacements des différents chefs d'État et membres du gouvernement français. L'association de Dietrich n'a pas les vocations d'éditer beaucoup de livres, elle n'a pas vocation de créer non plus un musée. Elle est plutôt en amont, elle a vocation de gérer le patrimoine et d'être disponible pour tous ses partenaires, chercheurs ou personnes qui sont spécialistes d'un sujet précis. Dans le cadre du travail de l'association avec des partenaires extérieurs, nous sommes très heureux de collaborer à des éditions de livres ou des travaux de recherche. Nous avons un exemple actuellement avec le livre ferroviaire de M. Doriat. Et pour ce qui est des recherches historiques, en général, ce sont des étudiants qui sont envoyés par des professeurs de Strasbourg. On a la joie d'accueillir une étudiante. Je fais ma maîtrise sur la politique des salaires chez De Dietrich. Je regarde ce qu'il y a comme archives pour pouvoir déterminer mon sujet. Et donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, d'ouvrir les cartons susceptibles de m'intéresser. Madame Georgère, donc l'archiviste sans titre, m'aide beaucoup. En fait, quand elle a fait un inventaire de toutes les archives. Donc déjà, je peux me référer à l'inventaire, regarder donc, les cartons susceptibles de m'intéresser. Ensuite, je vérifie dedans si c'est vraiment intéressant pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est la vieille histoire, surtout ce qui concerne le chemin de fer. Et de ce fait, j'ai écrit le livre sur les anciennes lignes de chemin de fer qui ont malheureusement disparu en Alsace du Nord. Eh bien, je savais que M. Mellon était responsable, disons, des amis de Dietrich. Et c'est à ce sujet que je l'ai contacté. Et c'est à ce sujet aussi qu'il m'a reçu et qu'il m'a ouvert les archives. J'ai pu puiser dans cette documentation riche grâce au soutien également de Mme Georges Vogt, qui m'a beaucoup aidé dans mes travaux. Je notais ce qui m'intéressait, je les ai soumis à Mme Georges Vogt, qui, elle, avec tout ce qui la caractérise, son savoir, ses connaissances, a mis à ma disposition tout ce qu'il fallait à ce sujet. Donc, il y a eu depuis très longtemps une collaboration de ce genre avec différents partenaires et c'est toujours très riche. Alors, l'association n'est pas ouverte au public, mais elle est ouverte à toutes les personnes qui sont demandeurs d'informations ou de travaux sur le patrimoine historique. Et notre vocation, c'est de répondre à toutes les demandes.